Vraiment? T'es sérieux là? Tu veux que je te résume 4 ans de vie nomade à moto en quelques minutes? Bon ok alors, mais il va falloir foncer dans le vif du sujet parce que il va y avoir beaucoup de choses à dire, hein, je te préviens. Déjà j'ai eu l'idée du projet en 2018, ça nous amène loin quand même. J'ai commencé à me préparer en 2019 pour finalement réussir à partir en novembre 2020. Il y a un copain sur lequel je sais pas moi l'enverrer. Donc nous avons fini de charger avec Phil. Phil c'est l'ami qui est venu m'aider à emmener les dernières affaires qui me restaient. On a un peu tout sorti en vrac, je l'avoue, au dernier moment parce que j'avais un peu de retard pour finir de nettoyer l'appartement. On a chargé un peu en vrac dans sa voiture, j'ai chargé ce qui devait aller sur la moto et on est parti ensemble direction l'autoroute pour nous rendre sur la côte chez lui dans la Manche. Tu vois déjà, rien que ça, il va y avoir des choses à dire. Et quand je suis parti, j'étais encore en mode apprentissage. En fait, je savais absolument pas dans quoi je mettais les pieds. Je m'étais renseigné, oui, mais rien ne vaut l'expérience. Et à ce moment-là, j'en avais pas du tout. Ah, il va falloir nous organiser si on veut y arriver. Alors, j'ai divisé la vidéo en 5 grandes sections. Il y a d'abord la préparation, la vie sur la route, l'hébergement, enfin les hébergements, dont un piège, un truc que je te conseille de vraiment pas faire. Non, sérieux, fais pas ça. Tu repartirais avec de très mauvais souvenirs, je te le garantis. J'en ai 2-3. Les difficultés et les rencontres. Pourquoi mettre les rencontres en dernier? Parce que je voulais finir sur un point positif. Très positif même. Mais attention, il y a un piège quand même. Un truc qui n'était absolument pas sur mon radar, quelque chose que j'avais pas vu venir, et je me suis fait avoir. Allez, à l'attaque. La préparation déjà, parce que tu te doutes bien que je suis pas parti au flanc comme ça, j'ai dit oh je voudrais devenir nomade à moto et le lendemain je suis parti. Non, et alors quand j'ai eu l'idée, j'avais même pas une moto qui puisse me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Je roulais en 125 à l'époque, j'avais même pas mon permis A2. J'ai eu l'idée, en fait, en regardant YouTube. Un beau jour, YouTube m'a suggéré des vidéos d'un Américain qui s'appelle Tim Collins, de la chaîne 40 Times Around. Je te mettrai, si tu veux, si tu parles anglais, notamment le raccourci dans la description. Et en fait, Tim, à cette époque-là, avait déjà fait de très longs voyages à moto et en tente. Et il a décidé de devenir totalement nomade. Il a laissé ses affaires à son colocataire. Il a laissé l'appartement à son colocataire, ses affaires chez ses parents, et il s'est barré. Et quand je l'ai vu faire ça, moi qui étais un petit peu dans une situation de blocage dans un appartement où j'avais que des ennuis parce que j'étais chez un marchand de sommeil et je pouvais pas trop louer autre chose. Puisque pour louer, en fait, les agences quand t'as pas beaucoup d'argent, les agences immobilières ne t'aiment pas. Donc j'étais coincé, je pouvais pas trop aller ailleurs et je voulais pas rester dans cet appartement. Et j'ai eu, par l'intermédiaire de Tim, cette idée, j'ai dit ça, c'est un truc que je pourrais faire. Mais à ce moment-là, j'étais pas prêt à partir encore. J'ai commencé par décider à passer mon permis A2, ça je l'ai fait à l'été 2018. Janvier 2019, j'ai une petite somme qui est rentrée, j'ai pu acheter une moto d'occasion qui était dans un état très moyen, ça s'est avéré être Rocinante. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, ils la connaissent, c'est la moto avec laquelle j'ai démarré mon aventure. Je l'ai acheté en janvier 2019. Et pendant toute l'année 2019, je me suis préparé, c'est-à-dire que j'ai regardé sur YouTube ce qu'il fallait faire, j'ai cherché à apprendre, j'ai étudié le matériel dont je pourrais avoir besoin, j'ai commencé petit à petit à acheter du matériel. Début 2020, j'étais prêt, mais je t'explique pas ce qui nous est tombé sur le coin de la figure début 2020. Je pensais faire mes tests en mars, partir à l'été, j'ai pas pu, et j'ai fini par partir en novembre. Je n'étais retardé que par les confinements. Sans ça, je serais parti au tout début de l'été. C'était mon but, descendre vers le sud de la France pendant l'été, de manière à pouvoir être en Espagne vers la fin de l'automne. Finalement, j'ai pas pu. J'ai pris du retard. J'ai passé le premier hiver. En fait, je me suis confiné chez un ami sur la côte normande. Janvier, je suis parti de chez lui, direction le sud. Mars, je me suis trouvé à Is-sur-Tête. J'ai passé le printemps là-bas. Je suis remonté. Tout ça, c'est la préparation avant le départ, si tu veux. J'ai pris le temps de me préparer. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai expérimenté, j'ai fait 2 voyages de test.
Donc ça a été, je crois que c'était en mai 2020 le premier test et en août le deuxième, avec 2-3 mois de retard en fait, hein, tout simplement. Mais j'ai testé pas loin de chez moi. Pourquoi ces premiers essais à 2 pas de chez moi? Oui, parce que le tout premier, je suis allé à 1 heure de chez moi. Ça s'est avéré être la ferme Kerflaver, où depuis j'ai mes habitudes, c'est devenu des amis. Mais au début, j'ai sélectionné cet endroit parce que c'était du camping à la ferme à 1 heure de chez moi. Paradoxalement, j'ai mis 3 heures pour y aller parce que je suis parti dans le mauvais sens, je me suis gouré, j'ai pris l'autoroute alors que je ne devais pas la prendre et je l'ai prise dans la mauvaise direction. Donc 2 heures plus tard, je me suis retrouvé quasiment à mon point de départ, mais ça c'est du détail. Pourquoi est-ce que j'ai choisi des destinations vraiment pas loin de chez moi pour faire ces tests? Mais parce que je voulais m'assurer que la machine tienne le coup, que le bonhomme tienne le coup, que le matériel fonctionne et en cas de pépin, si je suis à 1 heure de chez moi, je peux rentrer, c'est pas difficile. Il fallait aussi que j'apprenne à bien charger ma moto à présent. J'en ai parlé de mon chargement récemment. Tiens, je te mets un raccourci là-haut. Quand je pars, je charge et je pars. Il n'y a pas de problème et il ne se passe rien. Mais les premiers voyages, je m'arrêtais au bout d'un quart d'heure pour resangler. Parce que ça bougeait, parce que ça tenait mal, parce que c'était mal sanglé au début, c'était mal chargé. Ben, tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça que je suis allé pas très loin de chez moi. Ça a été donc la préparation. J'ai pris mon temps. J'ai fait mes tests et au moment où je suis parti, je dirais pas que j'étais au point, j'étais encore en mode apprentissage, mais ça tenait à peu près la route, quoi. Le départ, ça a été, et le premier voyage, ça a été un petit peu rock'n'roll en fait. Parce que 5 novembre 2020, je rends les clés de mon appartement à un propriétaire qui promet de porter plainte contre moi d'ailleurs, parce que j'avais fait une vidéo sur l'appartement en montrant tous les problèmes. Bon, sa plainte, je l'attends toujours. Hein. Lui, il a fait ça pour essayer de me faire peur, à mon avis, pour que je retire la vidéo. C'est raté. Et donc, j'ai un ami qui est venu m'aider dans les dernières étapes du déménagement, les quelques bricoles qui restaient. Et puis c'est chez lui que je devais aller me confiner. Donc je suis parti de là le 5 novembre. Je l'ai suivi en fait. On a un petit peu joué à cache-cache avec les flics. Parce qu'on n'était pas censé être sur la route, ni lui ni moi. On a fini sur l'autoroute parce qu'il m'a dit c'est là qu'on aura le moins de risque de les croiser. Il avait raison. On est arrivé chez lui sur la côte normande dans la Manche. Et je suis resté de début novembre jusqu'au 8 janvier. Et le 8 janvier, comme on était enfin libre, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis descendu par Nantes, Bordeaux, Toulouse, Carcassonne et Carcassonne, Is-sur-Tête. C'est entre Toulouse et Carcassonne, en traversant la montagne Noire, que j'ai eu à ce jour, je croise les doigts, seul et unique accident de moto non responsable. On m'a grillé une priorité à droite dans la vallée de Carcassonne après avoir traversé la montagne Noire. Ça, je m'étais dit, mon GPS voulait me faire contourner la montagne Noire par la voie rapide. Je vois ce beau truc en face de moi, je me dis, t'es à moto, t'as toute la journée, tu passes pas autour, tu passes au travers, de toute façon tu vas de l'autre côté. J'ai traversé la montagne Noire, donc fin janvier, il y avait de la neige au sommet de la montagne Noire, c'est je sais plus 1100, 1200 mètres d'altitude, un truc comme ça. En arrivant là-haut, en voyant la neige sur la route, je me disais tu vas glisser, je suis passé en fond de seconde, il s'est rien passé, j'ai pas touché au frein évidemment, ou très légèrement de l'arrière à l'occasion, mais c'est tout. Il s'est rien passé. Je redescends de l'autre côté, il n'y a plus de neige. J'ai tiré l'affaire. Et là, en arrivant dans la vallée de Carcassonne, un bled au nom imprononçable, je m'en souviendrai toujours, parce que j'ai appris à le prononcer, Vilgayen que ça s'appelle. Un croisement, tout ce qu'il y a de plus basique, un simple signe plus. Pas de marquage au sol, pas de panneau, rien, donc priorité à droite. Moi je vais doucement déjà, j'ai une priorité à droite à respecter, puis je suis claqué. La voiture est arrivée de ma gauche. Donc j'étais prioritaire, les témoins m'ont dit qu'elle n'a même pas tourné la tête. J'ai pas eu la moto pendant 1 mois. Mais ça m'a permis de découvrir quelque chose, j'y reviendrai tout à l'heure, quelque chose que je préférerais oublier. En fait, quand je te disais qu'au niveau hébergement, il y avait un piège, on y reviendra à ça dans un moment. J'ai été coincé sur Carcassonne et je pouvais pas camper parce qu'il faisait trop froid, c'était janvier. Puis le camping de la cité de Carcassonne n'était pas ouvert. Et en plus, le camping de la cité de Carcassonne, voilà, c'était pas dans mon budget. Et ça m'a fait découvrir quelque chose, j'y reviendrai plus tard. Donc ce premier voyage initiatique, on va dire, c'était mon premier gros voyage en camping moto, après mes tests qui eux étaient plutôt faciles. Ça m'a amené jusqu'à Is-sur-Tête en mars, c'est dans la région de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. J'y suis resté tout le printemps et en juin je suis remonté. Ça c'est mon départ, c'est mon premier gros voyage. Sur ce premier gros voyage, j'ai beaucoup acquis d'expérience aujourd'hui, tout ce qui est vie sur la route, aller d'un camping à l'autre,
les étapes, etc. et même la vie en camping, c'est bon, je maîtrise. Ça m'inquiète pas, mais alors pas du tout. Je prépare mes itinéraires à l'avance, j'en ai parlé à une époque, je te mets le raccourci là-haut, même 2 raccourcis, parce qu'il doit y avoir 2 vidéos sur le sujet, je crois, sur tout ce que j'utilise comme GPS, et puis pour préparer mes itinéraires, je sais pas, il y aura peut-être 1 ou 2 raccourcis, on verra. Je suis quelqu'un qui aime savoir à l'avance où il va mettre ses roues, mais en dehors de ça, pour moi la vie sur la route, il y a aucune difficulté. Alors j'ai une conduite pépère, on pourrait me le reprocher, mais j'ai jamais aucun problème, à part cet accident non responsable, il m'est jamais rien arrivé. Je préfère aller tranquillement et arriver à ma destination plutôt que de foncer et de potentiellement pas arriver. Ça, mais c'est mon attitude à moi, c'est ma façon de voir la route. Je fonctionne comme ça, donc je roule pépère et ça marche pour moi. Pour résumer, niveau équipement pour la vie sur la route, j'ai franchement rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, alors c'est mon téléphone qui me sert de GPS, j'en parle dans la vidéo que je mentionnais il y a un instant, avec un système entièrement hors ligne, ce qui fait que même si j'ai pas de connexion de données, j'ai quand même mes cartes. Aujourd'hui, j'ai un support pour le téléphone au guidon, ce que je n'avais pas au début. Au début, je jurais que je ne voulais pas avoir le téléphone au guidon pour pas avoir le nez dans le guidon. Finalement, c'est quand même bien pratique. Je ne le regarde que de façon très occasionnelle. Mais quand les instructions du GPS sont un petit peu ambiguës, il dit tourner à droite et puis à droite il y a 3 rues, c'est laquelle la bonne. C'est quand même bien pratique de pouvoir juste donner un coup d'œil et vérifier. Donc il est éteint en permanence et je l'allume très occasionnellement si vraiment j'ai besoin de vérifier. Il est réglé pour s'éteindre automatiquement au bout de 2 minutes. Donc j'ai même pas besoin de m'embêter à l'éteindre. Et chose par contre encore plus importante qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est le chargeur au guidon. Avant j'avais pas ça sur Rocinante et je me suis fait quelques frayeurs où je me voyais dans une région que je connaissais pas sur le point de plus avoir de GPS. J'avais une vieille batterie externe, un vieux machin chinois pourri, qui avec le temps se dégrade, qui fournissait quand même encore à peu près une charge complète de mon téléphone, mais même ça, il y a une fois ou deux où ça s'est révélé être un peu limite. Donc le chargeur au guidon, précieux. Et en dehors de ça, mon chargement, j'en ai parlé dans une vidéo, je sais plus si j'ai déjà mis le raccourci, je te le mets là-haut, sinon j'ai des grandes valises latérales, une malle ou si tu préfères un top case sur un porte-bagages et puis des bagages que je mets sur la selle passager et ça marche très bien. J'ai jamais eu de problème au niveau de mon chargement ni pour trouver mon chemin. Alors quand j'avais pas encore le support sur le guidon, il y avait des fois où j'étais obligé de m'arrêter pour vérifier, c'était un petit peu agaçant, mais j'ai toujours réussi à trouver mon chemin. Donc sur la route il n'y a vraiment aucune grande difficulté. Question hébergement. Alors là, il y a un piège, un truc auquel je m'attendais pas et j'ai compris la leçon et je l'ai comprise durement. Bon, d'abord, j'avais, jusqu'ici c'est en train de changer, mais j'avais une adresse dans un CCAS de manière à avoir une adresse légale parce que moi je n'ai plus ni appartement, ni maison, ni rien. Quelque chose accepté par l'administration. Bon, ça m'a posé des difficultés parce que je peux pas aller consulter mon courrier régulièrement. J'en ai parlé d'ailleurs à une époque dans une vidéo, je te mets le raccourci là. Mais c'est pas ça le piège dont je veux parler. Alors d'une manière générale, je vis en camping, c'est pas très difficile la vie en camping, c'est pareil, ça demande un petit peu d'expérience, mais on s'y fait très vite. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable d'être dans une tente, mais moi je m'y suis fait. Après c'est pas un secret, j'aimerais bien améliorer la remorque camper, tout ça, mais globalement la vie en camping, pareil. Je maîtrise. Tu le fais un certain nombre de fois, au bout d'un moment tu maîtrises le truc. Quand je suis pas en camping, notamment pour des étapes courtes, comme il me faut du temps pour établir ou enlever mon camp. Quand je vais m'arrêter juste pour une nuit, j'ai pas envie de monter ma tente. J'ai fait plusieurs fois, alors au début j'utilisais des plateformes type Couchsurfing, je pense que ça existe toujours. Et puis il y avait aussi des réseaux d'hébergement motard sur Facebook. Moi j'ai plus accès à Facebook, c'est terminé. Pour moi Facebook ça n'existe plus, mais au tout début j'ai beaucoup utilisé ça. C'est des gens qui sont prêts à héberger d'autres motards de passage. Et puis une fois ou deux, j'ai été chez un ami d'un ami en fait. Et le gros piège dont je parlais, c'est quand tu es hébergé chez quelqu'un. Tant que c'est vraiment de passage, tu restes une nuit ou deux, tu fais juste une étape. Là, à ce niveau-là, j'ai jamais eu de soucis. J'ai rencontré des gens formidables, on y viendra tout à l'heure pour les rencontres.
Tant que c'est juste vraiment de passage, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai eu 2 problèmes avec ce type d'hébergement. Le premier, c'était ma faute carrément, à 100%. J'ai fait une connerie, disons les choses comme elles sont. Et le deuxième, ça a été suite à l'accident, la période pendant laquelle j'avais pas Rocinante. Il y a eu des difficultés pour la faire réparer parce que le garage moto dans lequel elle s'est retrouvée, c'était des... bon, je vais rester poli, je vais avoir des ennuis avec YouTube, mais voilà, c'était des... que je peux pas me permettre de dire, d'accord. Donc j'ai perdu plus de 2 semaines, elle aurait pu être réparée en 15 jours, finalement il aura fallu 1 mois. Bon, il y a toute une histoire, je vais pas rentrer là-dedans, on n'a pas le temps, on essaye de faire vite aujourd'hui. Mais ça fait que je suis resté chez quelqu'un trop longtemps. Et c'est ça le problème. Le premier, c'était l'ami d'un ami. J'avais le pneu arrière à changer, j'aurais dû m'en préoccuper avant. Résultat, au lieu de rester genre 2 jours chez lui, j'ai dû rester plus d'1 semaine, peut-être 8-9 jours. Et sur la fin, j'ai dû trouver, précipitamment, j'ai passé une nuit à chercher un autre hébergement dans la région, c'était aux alentours de Bordeaux. Parce que ça commençait à très très mal se passer, l'atmosphère était, disons, ça sentait pas bon. En plus de ça, je me suis retrouvé chez quelqu'un qui avait quand même une nature colérique. Plus d'autres détails que je ne révélerai pas, parce que je veux pas non plus lui casser du sucre sur le dos. Surtout à plusieurs années de distance et par vidéo. Mais disons que sur la fin, les derniers jours, ça sentait pas bon, pas bon. Et c'est, en tout cas en très grande partie, ma faute, parce que je suis resté chez lui trop longtemps. Et c'est ça le piège qu'il faut absolument que tu évites. Le deuxième, même chose. Alors là, j'ai été sur Carcassonne, j'ai trouvé 3 motards par les réseaux d'hébergement motards. Il y en avait 3 dans la région qui étaient disponibles pour héberger quelqu'un. J'ai fait les 3. La première personne, c'est quelqu'un chez qui j'avais prévu de m'arrêter, sauf que je devais rester 48 heures le temps de faire une pause et repartir. C'est quelqu'un chez qui je ne pouvais pas rester, c'était vraiment chez elle du temporaire, parce qu'elle a, on va dire, une activité professionnelle, je ne préciserai pas, mais quelque chose qui ne lui permet pas normalement d'avoir du monde. Donc il a fallu que je trouve quelqu'un d'autre. Je me suis retrouvé chez Gérald qui est dans Carcassonne même. Gérald, je suis resté une petite semaine et comme je voulais pas rester trop longtemps chez lui, je suis allé chez la 3e personne. Et pendant tout ce temps-là, la réparation de la moto, moi j'attendais, ça avançait pas. Résultat, la 2e personne, j'ai dû rester à peu près 2 semaines. Et c'est là où ça s'est dégradé. Parce que a priori, donc j'étais dans une chambre qu'ils avaient l'habitude de louer sur Airbnb. Moi entre les deux en fait c'est un couple et je pense qu'ils n'ont pas communiqué sur certains trucs parce que moi j'avais proposé de payer un petit quelque chose pour la chambre. J'aurais pas pu payer tout ce qu'ils demandaient normalement pour la chambre sur Airbnb, mais j'ai dit je peux quand même payer un petit quelque chose, et elle m'a dit non par 3 fois parce que j'ai proposé 3 fois. Et sur la fin on était en période de vacances scolaires, je pense qu'ils auraient bien aimé pouvoir la louer la chambre. Et là, je me suis fait humilier quasiment devant tout le monde. C'est-à-dire elle et son fils qui étaient dans la cuisine où ils entendaient tout, et lui, son compagnon, qui m'a pris à part et qui m'a vertement reproché, en gros, d'être là. Je pense qu'ils n'avaient pas communiqué parce que moi, j'avais proposé de payer quelque chose. Et donc, ça s'est vraiment très très mal terminé. Et là, pareil, en catastrophe, j'ai essayé de trouver quelque chose et je me suis retrouvé dans un studio Airbnb sur Carcassonne où en 5 jours, j'ai bouffé mon budget camping du mois en fait. Heureusement que j'ai récupéré, au bout des 5 jours, j'ai récupéré la moto et j'ai pu partir. Donc le gros piège, c'est ça. Quand tu es hébergé chez quelqu'un chez qui tu es censé juste faire une étape, c'est quelqu'un qui te propose de t'arrêter. Il faut surtout pas rester plus de, allez, on va dire pas plus de 3 jours. 1, 2, 3 jours, il n'y a pas de problème. Plus tu restes longtemps, plus tu as des risques que la situation se dégrade. En dehors de ce cas spécifique, j'ai jamais eu de problème ni en camping, ni par les fameux réseaux d'hébergement motard. Quand j'ai fait attention à ne rester qu'un jour ou 2, il n'y a pas eu de souci. Couchsurfing, j'ai utilisé une fois ou 2, c'est pareil, je suis resté 1 jour, 2 jours, pas plus, et je suis parti, il n'y a pas eu de souci. Et puis plus récemment, je me suis beaucoup plus reposé sur mes abonnés. Et là pareil, excepté chez Thierry, chez qui je suis actuellement, mais là je ne suis pas dans la maison, je ne suis pas avec lui, je suis sur un terrain lui appartenant. Nuance, c'est pas pareil, ça veut dire qu'on n'est pas l'un sur l'autre. Et tous les autres, je suis resté au maximum. Je crois que le plus long, ça a été chez Michel à Perpignan. Et la plus longue durée que j'ai dû faire chez lui, je suis passé 2 fois et ça a dû être 4 jours, je crois. Tant que tu fais pas plus que ça, il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu aucun souci niveau hébergement, quel que soit le type d'hébergement. Après, attention, j'ai toujours trouvé un endroit
pour poser la moto, qu'elle soit en sécurité. Évidemment, elle ne dort jamais dans la rue. Les difficultés, les inconvénients de ce type de vie, alors oui, il y en a 2-3. La majorité sont en fait communs avec le simple, entre guillemets, voyage moto ou camping moto. Déjà le fait d'avoir une adresse dans un CCAS, je l'ai évoqué tout à l'heure. Comme moi je n'ai plus ni appartement ni maison, il me fallait une adresse légale pour l'administration. Et si tu n'as pas quelqu'un qui peut aller régulièrement récupérer ton courrier, ça pose des difficultés. Après, si tu as quelqu'un à qui tu peux faire une procuration, ça va. Mais sinon, il vaut mieux être domicilié, officiellement hébergé chez quelqu'un, même si tu n'es pas là en fait. Parce que ce quelqu'un va recevoir ton courrier pour toi. Ça, c'est une difficulté spécifique au nomadisme en général, pas que à moto d'ailleurs. Après, ça demande quand même un certain effort physique. Alors, pas en permanence, surtout que moi il y a des périodes où je suis bloqué et je parle même pas des confinements. Il faut pouvoir lui mettre de l'essence dans le réservoir et il y a des périodes où je peux pas, par exemple comme en ce moment où je compte la moindre goutte d'essence. Et là forcément il y a des moments où c'est pas fatigant parce que je bouge pas. Mais je pense notamment quand il faut me déplacer, avoir une grosse étape sur la route entre deux campings. Je me lève à 5h30 du matin pour être prêt à partir vers 8h30, 9h. Une grosse journée sur la route et j'arrive au camping de destination 6h, 6h30 et il faut encore que j'établisse mon camp. Ça, c'est des journées fatigantes. Alors heureusement pour moi, Fond le Vent, la moto que j'ai actuellement, c'est une grosse routière. C'est un peu plus facile avec elle que lorsque j'avais Rocinante, même si j'adore Rocinante et j'espère bien qu'un jour je la récupérerai. Elle n'est pas perdue, elle est déposée chez un ami. Mais bon, le fait d'avoir vraiment une grosse routière, ça facilite les choses parce que la partie entre les deux étapes, vraiment sur la route, c'est assez facile avec elle et je ne suis pas crevé quand j'arrive. Mais ça reste globalement, si tu veux, ces grosses étapes, ça reste quelque chose d'éprouvant physiquement. La vie en tente n'est pas non plus ce qu'il y a forcément de plus facile d'un point de vue confort. Déjà là à présent je suis plus au sol, au début j'avais un matelas au sol, à présent j'ai un lit de camp et un matelas pneumatique par dessus. Alors je suis pas très haut, je suis à 20 cm du sol, mais au moins je suis plus complètement au sol. Ceci dit, bon, même si j'ai une tente, la Lone Rider Moto Tent qui me permet de m'habiller debout, tout le temps entrer, sortir de la tente, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. En cas de gros vent, ça bouge, etc. Ça fait partie des difficultés. Bon, bah, ce sont des contraintes que, quand tu veux avoir une vie comme celle-là, que tu dois accepter. Moi, je m'y attendais, on va dire. Avant de découvrir la vie en camping moto, j'ai réalisé ce que c'était, je l'ai accepté, ça fait partie du jeu. Mais c'est effectivement une des grosses difficultés que moi, je vois avec mon expérience. Bon, et puis à part ça, je cherche, si, peut-être une, très souvent, j'ai pas accès à un frigo. Dans certains campings, surtout là où je me fais des amis, des fois tu as des gens qui sont là en camping-car, en caravane, il y a un frigo et on me propose, on me laisse utiliser une étagère. Ça arrive de temps à autre, c'est pas toujours comme ça. Donc il y a des endroits où j'ai pas de frigo. Donc là ça m'oblige à marcher, si je veux du frais je vais l'acheter tout de suite. Sinon j'utilise, je suis un peu feignant, j'avoue, j'ai tendance à utiliser des boîtes, j'essaye de les réduire quand même parce que qui dit boîte dit sel. Je ne choisis que des boîtes sans additifs, mais malgré ça, il y a toujours beaucoup de sel. C'est le défaut. Puis quand je peux avoir accès à un frigo, bah, c'est sûr, c'est mieux. Mais il y a des fois où pas de frigo. Voilà. Puis après, j'ai beau chercher niveau difficulté. En dehors de ça, on me dit souvent que ça doit être une vie difficile. Mais ce n'est pas une vie plus difficile qu'une vie qu'on pourrait qualifier de normale. C'est différent. Avec des défis différents, avec des compétences à acquérir différentes. Mais une fois que tu as acquis ces compétences, une fois que tu as un petit peu d'expérience, ça n'est pas plus difficile. Croisant mon expérience, c'est le cas de le dire, ça n'est pas plus difficile qu'une vie classique. C'est juste une vie différente. Donc il faut être prêt à accepter le changement. Il faut lui demander de venir au changement. Si tu fais ça, c'est que tu veux un changement. Sans ça, tu ne vas pas te lancer dans ce genre de projet. Et à partir du moment où tu acceptes le changement, eh ben, tu testes, tu apprends. Quand ça ne marche pas, tu dis pas « Ah, ça ne marche pas », tu dis « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi, comment, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux ?» Et petit à petit, tu vas acquérir l'expérience nécessaire. Tu vas savoir comment faire. Et quand tu en arrives là, ce qui est mon cas, c'est pas une vie particulièrement difficile. En tout cas,
c'est mon opinion et je la partage. N'hésite pas à me dire si tu penses que je peux éventuellement avoir raison dans les commentaires. Moi, c'est mon sentiment, c'est mon ressenti. Ce n'est pas une vie plus difficile. Elle a ses défis qui lui sont particuliers. C'est tout. Lui, s'il continue à s'approcher, je vais me faire un nouveau copain, je crois. Bon, faut lui fiche la paix, hein, t'as vu le panneau, on est d'accord. Mais justement, ça tombe bien, ça nous amène au dernier sujet, celui des rencontres. Et alors là, comme je te disais en introduction, c'est du très positif. D'abord, il faut bien que tu comprennes que dans ma vie, avant mon départ, j'ai été un peu ours, voire j'étais carrément sauvage. Hein. J'ai passé une vingtaine d'années à peu près à littéralement ne voir personne. J'étais enfermé chez moi, je voyais la caissière du supermarché une fois par semaine, la boulangère une fois par jour, et puis c'était tout. J'avais quasiment aucun contact humain. Sauf un vieil ami que j'allais voir de temps en temps, qui avait des bâtiments industriels à un quart d'heure à pied de mon appartement. Je l'appelais même pas, je sortais, j'allais voir Daniel est là, Daniel est pas là. Mais en dehors de ça, je ne voyais quasiment jamais personne. Quand je dis que j'ai été ours, c'est que j'ai été franchement ours au fond de sa caverne. Hein. Et depuis que je suis parti, donc ça fait mon départ proprement dit, je te parle même pas de la préparation. Départ proprement dit, novembre 2020, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait 3 ans et demi à peu près. J'ai rencontré plus de monde, je me suis fait plus d'amis, plus de belles expériences en 3 ans et demi depuis que je suis parti que dans les 20 années précédentes. Déjà, il y a ça. J'ai rencontré, alors parmi les gens que j'ai rencontrés, il y a des gens qui m'ont aidé dans mon aventure. Oui, il y en a, je ne peux pas les citer tous parce qu'il y en a un paquet. Ils se reconnaîtront, c'est des gens chez qui j'ai pu être hébergé, c'est des gens qui m'ont donné des conseils, d'autres qui m'ont donné un petit peu de matériel, c'est arrivé, ça aussi. Même quelques-uns qui ont fait des petits dons en écus sonnants et trébuchants, ça en fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Alors via ma chaîne YouTube déjà, il y a... C'est youtubeur. Non monsieur, créateur. Ah, youtubeur c'est anglais. Ah ouais, excusez-moi, vous avez raison. Eh oui, si vous voulez, c'est marqué dessus, si vous voulez, c'est facile à trouver. 2 roues, une tente. Comment? 2 roues, une tente. D'accord. Là, vous avez les 2 roues et la tente, elle est à 20 km d'ici. Je suis nomade. Ah, c'est le monsieur qui était dans le journal l'autre jour. Ah, vous m'avez vu dans le journal. Attendez, C'est la moto. Je vais l'arrêter. Ah ouais. C'était celle-là, oui. Alors du coup, je ne sais même plus où j'en étais. On parlait rencontre et il y a 2 personnes en vélo qui se sont arrêtées, qui m'ont vu dans le journal récemment en fait. Si tu n'as pas lu l'article dans le journal de la Haute-Marne, pareil, je vais te mettre le lien en raccourci. Où j'en étais. Ouais, donc je sais même plus ce que je disais du coup. Donc rencontre toujours super positif. Que ce soit des gens qui m'ont aidé, que ce soit pas des gens qui m'ont aidé, les rencontres, ça c'est probablement ce que je préfère dans ma vie actuelle. Et ah oui, ça y est, je sais ce que j'étais en train de dire quand ils sont arrivés. Quelque chose qui n'est pas une rencontre de façon directe, mais alors qui me maintient le moral. Tu n'as probablement pas idée. C'est tous les commentaires que je peux avoir sur la chaîne qui, d'une manière générale, sauf très rares exceptions, c'est des commentaires toujours super positifs. Et ça, je peux te dire, alors je ne le montre pas, mais il y a des moments où j'ai pas forcément le moral, où la chaîne avance pas, où financièrement je suis dans un creux, ça va pas, des trucs comme ça, où j'ai pas forcément envie. J'ai presque toujours un petit peu l'impression quand même au niveau de la chaîne de nager à contre-courant. Et il y a des moments où j'ai pas envie de me bouger. Et le fait de savoir que je vais avoir ces commentaires super positifs, ça aide. Franchement, je te remercie si tu fais partie de ceux qui commentent régulièrement. Ça me soutient le moral, ça fait partie de ce que je considère comme étant des rencontres. Et franchement, ça aide beaucoup. Et puis alors les rencontres physiques, évidemment, également. Il y a des gens que je suis... Alors, il y a dans les rencontres physiques, il y a les gens que je suis passé voir. Soit que j'ai été hébergé chez eux, soit je me suis arrêté volontairement. Par exemple, Christophe à Nîmes, on est resté 2 heures ensemble et je suis reparti. Exemple.
Il y a également, et ça j'adore aussi, à présent il commence à y avoir des abonnés qui viennent me voir. Le premier c'était à la ferme Kerflaver en Normandie, ça doit bien faire 2 ans, il se reconnaîtra. Mais c'est lui, pour moi j'avais l'impression que c'était juste un événement, une exception comme ça. Mais depuis ça s'est reproduit plusieurs fois. Quand j'étais sur Alicante l'hiver dernier, je vais pour aller à un rassemblement de moto. Et puis il y a quelqu'un qui me fait ici, sur le coup j'ai pas réagi, puis je me gare au rassemblement, 10 minutes plus tard il débarque, c'était Jean, venu de Suisse, qui savait que j'étais là, et lui en fait, quand il m'a croisé, quand je l'ai croisé, il était en route pour le camping pour venir me saluer. Depuis il y en a eu d'autres, il y a un autre que j'ai croisé là-bas au camping à Campello, qui était déjà abonné, et puis je l'ai découvert par hasard, qu'il était abonné. Il y en a, je suis un oublié, il y en a 2 qui sont passés me voir quand j'étais près du désert des Bardenas. Donc plus d'une fois il y a des gens qui sont venus me voir. J'ai encore quelqu'un qui prévoit de venir là, ici, qui va passer fin juin. Encore un que je connais pas personnellement encore. Ça se reproduit régulièrement. Et ça c'est pareil, c'est un truc qui me soutient le moral, sincèrement. Donc les rencontres, c'est que du positif. C'est vraiment ce que je préfère dans ma vie actuelle. Il y a les beaux endroits que je découvre, que je te fais partager, oui, il y a ça. Puis il y a les rencontres. Par contre, au niveau des rencontres, comme je te disais en début de vidéo, il y a un truc que j'avais pas vu venir. Alors c'était pas du tout sur mon radar. Dis l'araignée. On va voir ailleurs si j'y suis. Excuse-moi, elle me chatouillait, c'est pas bien grave, hein, ça fait partie de la vie dans la nature aussi, mais elle me chatouillait. Ouais, donc il y a un truc que j'avais absolument pas vu venir au niveau des rencontres. C'est qu'il y a tellement de gens que j'ai pu rencontrer et que je voudrais revoir. Je vais pas réussir à citer tout le monde, mais 2022, je me suis arrêté en Auvergne, j'ai fait 3 hébergements motards différents, des personnes que j'aimerais bien retourner saluer. Boulogne-sur-Gesse, il y a du monde aussi, il y a David et quelques autres, le camping municipal de Boulogne-sur-Gesse à côté de Toulouse. Il y a les gens à Ailly-sur-Tête, il y a Michel à Perpignan, il y a... avant de passer en Auvergne, je m'étais arrêté à... non, ça c'est... Si, c'est cette année-là, je sais plus, en plus je me mélange parfois. Sur Limoges, il y a Pierre-Yves, et puis il y a Johan qui tient la concession Indiane. J'en passe. Du côté de Bordeaux, il y a le coach surfing que j'avais fait. Il y a déjà Toulouse aussi, je ne sais pas s'ils sont toujours à Toulouse, Laurent et Gundi. Et je dois en oublier. Et en Espagne, il y a Fernando, lui ça va, jusqu'ici je passe le voir une fois par an en fait, parce qu'il est bien placé, juste de l'autre côté de la frontière, près de Barcelone. Si tu veux, il y a tellement de gens, et puis alors il y a tous mes amis à Campello forcément, et si je voulais absolument repasser voir tout le monde, sur une année, je ne ferais que ça. J'ai fait tellement de belles rencontres, dans des tas d'endroits différents, parce que forcément ça m'amène à rouler beaucoup, à aller rien que du nord-ouest de la France en Normandie au sud de l'Espagne. Il y a quoi, il y a 2000 ou 2500 km, j'ai pas fait le compte, mais si tu veux, c'est un petit peu comme la chanson de Dassin, qu'il est beau, qu'il est long ton chemin papa, où ils sont dans une roulotte, et puis il termine mon père a semé aux 4 coins de la planète, etc. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que je connais du monde un petit peu partout, et si je veux aller les voir tous, je peux pas. C'est littéralement infaisable parce qu'ils sont trop nombreux. Donc de temps en temps, je vais retourner en voir un, et ça sera un de temps en temps parce que je peux pas. C'est ça le piège entre guillemets dont je parlais au début, c'est que j'ai fait tellement de belles rencontres que j'aimerais vraiment pouvoir retourner voir tout le monde. C'est pas faisable, c'est juste pas faisable. Il y a trop de monde. C'est le seul défaut, sincèrement, au niveau des rencontres, c'est le seul défaut, parce que le reste, à part 1 ou 2 contacts où ça s'est mal passé, mais c'est rarissime, le reste c'est tout du super positif les rencontres. 35 minutes, j'ai réussi à résumer plus de 4 ans de vie nomade en comptant la préparation en 35 minutes. Eh ben, je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillé.
Alors évidemment, en début de vidéo, je n'ai pas annoncé le temps exact, c'est parce qu'à ce moment-là, je le connaissais pas. Je savais pas combien de temps j'allais mettre pour te raconter tout ça. En théorie, il aurait été possible de retourner sur place au même endroit pour tourner l'introduction après coup. Sauf que ce mois-ci, il n'y a plus d'essence. Terminé, la moto est sur la réserve, il n'y a plus une goutte d'essence pour ce mois-ci. C'est à tel point d'ailleurs que l'autre fois, j'ai tourné 2 vidéos en même temps par précaution. Le jour où je suis allé tourner celle sur le lac du Der, en fait, tout de suite après, j'ai tourné celle que tu viens de regarder. Au passage, tiens, ça me fait penser un grand merci à ces mecs-là qui contribuent à la chaîne avec leur souscription. Ils aident un petit peu à payer les frais de ces vidéos, donc je les remercie chaudement. Et au passage, si jamais l'envie te prend de contribuer toi aussi aux frais, mais de façon ponctuelle, j'ai pas l'habitude de noter son existence, mais juste une fois exceptionnellement, sous la vidéo, il y a un bouton super merci, si jamais l'envie t'en prend. Ouais, je sais, aujourd'hui ça souffle. L'autre jour il faisait beau, mais c'est pas tous les jours comme ça. Le printemps est particulièrement particulier, on va dire, cette année. Bref, sur ce, j'espère que mon expérience t'aura été utile. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, moi j'aimerais bien le savoir. Si tu as trouvé ça intéressant ou si carrément mon expérience va te servir à quelque chose, si tu as appris des choses qui te soient utiles, moi j'aimerais bien le savoir, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as un projet similaire au mien aussi, pense à me le dire, moi ça m'intéresse, je suis curieux. Et puis, si le sujet te plaît, il y a environ 2 ans, j'ai fait une vidéo où j'ai fait en fait une journée avec moi, du matin jusqu'au soir où tu me suis. Alors là, on va taper plus dans vraiment du quotidien de la vie nomade à moto, où je t'ai vraiment tout montré dans le courant de la journée, tout ce que je fais du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, du début à la fin. Je te mets le raccourci juste là, fais-toi plaisir, c'est pour moi. À mon avis, si cette vidéo aussi t'a intéressé, celle-là va te plaire aussi. Salut et à bientôt!